Ne me libère pas, je m'en charge. Un podcast Voix nomade. Je retrouve aujourd'hui Leïla pour le 3e épisode de Ne me libère pas, je m'en charge. Leïla, c'est une femme pétillante et affirmée qui m'a permis de beaucoup évoluer et apprendre depuis que je la connais. Elle a 30 ans, elle est marocaine et bientôt maroco-canadienne et elle habite à Ottawa. Avec elle, nous avons parlé de son enfance dans une petite ville du Maroc, Meknès, des grands moments de sororité que les hammams marocains représentent dans la vie d'une femme, de son immigration et de la hiérarchisation des passeports, et enfin, de son engagement pour le droit des femmes et des minorités. Je vous laisse donc avec son entretien, et je vous souhaite une bonne écoute. Je présente toujours mes invités brièvement avant de commencer l'enregistrement. Mais toi, j'aimerais savoir comment t'aimerais te présenter finalement quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois. C'est une question très intéressante parce que de par mon métier, j'ai tendance à avoir à me présenter très très souvent. Et l'autre jour, on m'a dit un truc que j'avais beaucoup apprécié, c'est qu'au lieu de dire juste son prénom et son métier, c'est ce qu'on a tendance à faire, plus de se présenter en tant que personne. Donc j'essaye de faire cet exercice à chaque fois. Et là, si je devais me présenter, donc oui, bonjour, moi c'est Leïla. Je viens d'avoir 30 ans. Donc pour moi, c'est une nouvelle partie de mon identité. Ça change tout, ça change beaucoup de choses. Je suis une Marocaine, je suis une femme. Je suis une épouse, je suis une fille. Je suis surtout un esprit, j'ai envie de dire libre, un esprit qui voyage. Genre, j'aime bien me décrire avec cette idée. Je suis une danseuse de l'esprit, de l'âme et du corps. Voilà. Oh, c'est très joli, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. J'essaie de dire de jolies choses parce qu'on est dans un podcast, tu vois. Je fais genre. Par rapport à ce que tu dis finalement vis-à-vis du fait que tu te définis justement comme une Marocaine, ça me fait penser à une discussion qu'on a eue en off tantôt. Je me souviens que tu avais eu une réflexion super intéressante sur l'identité plurielle en fait. Quand on est un groupe ethnique justement qui a une identité plurielle, est-ce que tu pourrais me redonner ton point de vue là-dessus Bien sûr. Alors, c'est tout un acheminement de pensée. C'est une réflexion qui a commencé à germer dans ma tête, je dirais, même avant de venir au Canada, de qu'est-ce qu'on est, en fait, finalement, au Maroc. Est-ce qu'on est des Arabes ? Je me suis jamais vraiment ressentie complètement arabe. Est-ce qu'on est des Africains ? Oui, on est dans le continent africain, donc forcément, on est africain. Est-ce qu'on est amazigh, donc berbère, natif de la région du Maghreb ou de l'Afrique du Nord ? Oui, ça aussi, mais à quel pourcentage, j'en ai aucune idée. Donc c'est un vrai melting pot, c'est une vraie soupe, un vrai mélange. Donc moi, quand on me pose la question « qu'est-ce que tu es ?», j'ai tendance à vouloir dire « je suis africaine, nord-africaine, je suis méditerranéenne, mais avant toute chose, je suis marocaine ». Donc tu peux pas me mettre dans une case, je suis pas une arabe, je suis pas une africaine, je suis pas une espagnole non plus, et je ne sais pas comment dire, donc je suis marocaine, nord-africaine, méditerranéenne. Et du coup, si on reprend un peu ton parcours, donc tu m'as dit, donc t'es née au Maroc, c'est ça ? Tu pourrais préciser où ? Oui, alors moi je suis née à Meknès, c'est une ville qui est au centre du Maroc, ça reste une des anciennes capitales impériales du Maroc, donc c'est une ville qui est très lourde d'histoire, qui est très chargée d'histoire et qui malheureusement n'est pas aussi connue que sa voisine Fès, qui a quand même, j'ai envie de dire, un meilleur agent de communication, RP, un bon manager qui lui fait la promotion, mais c'est une ville, voilà, donc au centre du Maroc, j'y ai grandi jusqu'en 2010, jusqu'à avoir mon bac. Et puis après, j'ai quitté malheureusement ma chère Meknès. Ma Meknès d'amour. Pour aller où ça, au Maroc ? À Casa, non ? Non, alors d'abord, j'ai passé 4 ans à Ifrane. Donc c'est une petite ville dans les montagnes qui d'ailleurs est à 1 heure de Meknès. C'est là où j'ai pu faire mes études à l'université Al Akhawayn, qui est l'une des quand même
on a beaucoup de chance que c'est l'une des meilleures universités du Maroc, qui est vraiment aux standards anglo-saxons internationaux. Donc j'y ai passé 4 ans, donc je suis passée d'une petite ville à une ville encore toute petite, encore plus petite, bien tranquille dans les montagnes. Et après, j'ai terminé entre Mohammedia et Casablanca, donc Mohammedia qui est à 20 minutes à peu près de Casablanca. Et puis après, on a fait carrément le saut de Casablanca à Ottawa. Donc c'est un peu ça le parcours géographique de Leïla. Ok. Et ça représente quoi en fait, grandir comme une petite fille au Maroc? Waouh, ça. Alors c'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre toute seule. Il faudrait que tu puisses avoir l'accès à plusieurs filles de plusieurs régions du Maroc parce que c'est pas la même chose, ne serait-ce que d'une ville à l'autre. Pour moi, ce que ça représente, c'est à la fois quelque chose de très poétique, de très lourd, mais aussi avec beaucoup de pression négative et d'attentes qui, à mon sens, ne devraient plus exister. Mais si je devais résumer rapidement pour te dire, grandir en tant que petite fille au Maroc, c'est être une petite princesse qui est à la fois princesse et future maman. On t'instille ce rôle de maman, de future épouse dès le départ. Donc tu peux pas trop y échapper. Mais tu es aussi une petite princesse parce que pour les premières années de ta vie, tu as tout le monde tu es choyée, on te décore, on te pouponne, tu es la plus belle fille du monde, toutes ces jolies choses. Mais c'est beaucoup de fun aussi, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de processus normal de socialisation que j'ai envie de dire, mais oui. Ok. J'arrive pas à le définir en vrai, ça serait compliqué. Ouais. Et du coup, tu vois une grosse différence entre grandir, en tout cas de ton point de vue, je parle, parce que bien sûr, c'est sûr que les vécus sont différents, et puis c'est dur de résumer un seul vécu, mais oui, selon toi, en fait, est-ce que c'est vraiment très différent entre être une petite fille et un petit garçon? En général, l'éducation des filles et des garçons est très, 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 très différente au Maroc. Encore une fois, ça dépend des familles et des régions et des coutumes locales, mais ça reste différent. On va choyer peut-être les garçons beaucoup plus, dans le sens où on va pas leur demander de faire beaucoup de choses. Et je pense notamment aux corvées ou aux tâches de la maison, ou bien d'être plus dans le rôle du caregiver, donc la personne qui va prendre soin d'autrui. Mais c'est très dur aussi pour eux parce que dès le départ, on leur fait endosser un rôle de mâle dominant, de personne à charge du foyer, etc. Non, les petits garçons, ça pleure pas. Non, les hommes, ça pleure pas. Donc on leur bourre le crâne de ça dès le départ. Donc j'aime pas trop ça non plus, mais de mon point de vue de fille, c'est très différent parce qu'à côté de ça, nous, ça a toujours été non, il faut faire attention, il faut bien présenter, il faut parler doucement. Une femme, c'est la douceur. Une femme, c'est l'attention. Une femme, c'est vraiment s'occuper des autres. Donc, tu apprends ça dès le départ. Et donc, les garçons sont autorisés à être des enfants. Ça court partout. Ça a le droit de déchirer ses vêtements. Ça a le droit de faire ce genre de choses. Et les petites filles, pas autant. Et quand mon frère et moi, on a une différence d'à peu près 4 ans. Donc, il y a automatiquement eu ce rôle de, à la limite, troisième maman pour mon petit frère. Et c'est très particulier parce que dans mon cas en tout cas, mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans. Donc très souvent quand on allait rendre visite à mon père, je me retrouvais un petit peu responsable de ce petit frère. Okay. Non seulement en tant qu'aînée, mais aussi en tant que fille par rapport à un garçon. Et donc ça te donne ce rôle dès le départ. Tu es déjà toujours dans l'attention, toujours dans faire attention. Est-ce qu'il va se blesser? Est-ce qu'il a toutes ses affaires? Est-ce que donc c'est très différent. Après, moi j'ai eu de la chance d'avoir une maman qui malgré tout a quand même essayé de faire la part des choses et ne pas être trop dans les clichés de non, les filles s'occupent des garçons. Ok. C'était non, tu es assez grand pour débarrasser la table tout seul, tu vas débarrasser la table tout seul. Tu es assez grand pour ranger ta valise toute seule, tu vas faire ça tout seul, c'est pas à ta sœur de faire ça pour toi. Chose que tu vas voir de plus en plus dans plusieurs familles, mais qui traditionnellement n'existe pas. Ça va être la sœur qui va s'occuper de son frère, même si c'est lui l'aîné, c'est elle qui va débarrasser la table après lui, c'est elle qui va ranger ses affaires pour lui, à la limite son linge sale qui traîne partout, donc ce genre de détails. J'aimerais faire une parenthèse justement, parce que je sais que c'est une tradition qui te tient à cœur.
Est-ce que tu pourrais mieux me raconter la tradition des hammams marocains et de ce que ça représente pour les femmes au Maroc? Oui, j'aime bien. En grandissant, c'est un sujet justement. Que j'adore. En plus, il est plus à côté de moi. J'ai mon savon noir qui se balade dans toute la maison en plus. Le cliché, pardon, je suis en train de jouer avec le micro. Le cliché ultime de la Marocaine avec ses produits marocains, même au Canada. Donc, jusqu'au bout. Alors, le hammam en Maroc, donc ce qui est aussi appelé le bain mort ou juste les bains traditionnels, c'est quelque chose qui existe. Alors, je ne saurais pas te dire exactement, mais c'est en tout cas, c'est des siècles et des siècles. Et c'était une partie intégrante de l'architecture de ce qu'on connaît maintenant des villes, des anciennes villes du Maroc, ce qu'on appellerait les médinas. Donc, toute l'architecture de la ville était placée en sorte pour que tu aies une école, une mosquée et un bain public. Parce que c'était un centre névralgique pour les Marocains. Et puis, bon, pour les femmes en particulier, donc comme ce qu'on essayait de t'expliquer l'autre fois, c'était un moment pour les femmes de se retrouver dans un endroit où vraiment il n'y avait pas d'hommes, où c'était leur moment à elles, c'était leur sortie hebdomadaire, où personne venait les embêter, ou même à la limite, tu vois, elles allaient laver les enfants, on envoie les enfants à la maison, et puis nous, on se concentre entre nous, entre femmes, on se fait du bien, on discute de nos problèmes personnels, parfois même des problèmes intimes. C'était le seul endroit où elles pouvaient en discuter en toute liberté, sans vraiment faire attention et dire « Oups, est-ce que quelqu'un va passer, va nous entendre ?» Non, c'était vraiment le moment où ça discutait le plus intimement. Pour moi, personnellement, c'est une expérience très familiale, très chaleureuse. Le hammam, c'était un rituel. Donc, au départ, je partais une fois par semaine avec ma mère et ma grand-mère. On partait très tôt le matin. Est-ce qu'il y a un âge où tu commences à y aller ou tu y vas depuis bébé, ok. Bon, on essaye d'éviter de t'y emmener quand t'es vraiment tout frais, tout frais sorti du four. Mais on t'emmène dès l'âge, je dirais, de même peut-être 3 mois. Tu vois des bébés. Bon, on les laisse pas très longtemps parce qu'il y a 3 étapes. Donc, tu as une pièce qui est froide, puis tu as une pièce qui est tiède et une pièce où il fait très, très chaud. Donc, si tu emmènes un bébé par ces conditions-là, c'est pas très recommandé, on va dire. Donc, on te lave rapidement et on te sort. Mais oui, c'est un rite d'initiation. Tu es obligé de passer par la case même... j'ai vu, je pense que le bébé le plus petit que j'ai vu devait avoir 2 mois. Ok. Mais bon, on te frotte pas autant, on t'exfolie pas la peau. Ta peau, quand t'es un bébé, elle a pas vraiment besoin d'exfoliation. Donc on te lave et puis c'est surtout beaucoup plus pour la maman et pour ce rituel de passage. Donc, et dès tout petit, et en tout cas je parlerai que des femmes parce que pour les hommes c'est une autre histoire. Ok. Dès toute petite, tu comprends que c'est un rituel, qui a des règles précises qui diffèrent d'une famille à l'autre, qui diffèrent d'une région du pays à l'autre. Donc moi, dans ma région, en tout cas de Meknès, nos bains sont beaucoup plus, je dirais, designés à la turque, où tu as un petit peu ton robinet individuel. Je sais que dans d'autres villes, c'est pas le cas, même si c'est en train de prendre d'assaut les autres villes, j'ai envie de dire. Donc ça devient de plus en plus courant. Mais pour moi, ça représente beaucoup ce moment de partage entre moi, ma grand-mère et ma mère. Beaucoup plus ma grand-mère, en fait. Parce que c'est elle adorait ça. Elle adorait ça. On en avait même un à la maison. Elle avait fait construire un hammam dans le jardin. Comme ça, quand il faisait chaud en été, elle n'avait pas besoin d'y aller dans le bain public. Non, elle était comme ça. Directement, elle rentrait dans sa propre cuisine. Elle était dans sa chambre à coucher avec son peignoir et elle dormait. Donc, c'était magique. Ouais. C'était vraiment magique, le hammam. C'était donc tout un rituel où tu te laves. Il y a une partie qui est un peu d'ablution, de purification après la semaine, après tout ce qui s'est passé. Après, plus intimement pour les femmes qui ont une vie sexuelle avec leur mari. C'est aussi un moment donné c'est un rituel de purification pour pouvoir reprendre les activités religieuses, etc. Mais bon, pour moi, c'était plus le moment où je partais avec ma grand-mère, on se lavait, je lui mettais du shampoing, elle me mettait du shampoing, on se frottait l'une l'autre. Puis après, elle, bien sûr, elle devait retourner se frotter parce que moi, j'étais pas... je savais pas trop le faire quand j'étais plus jeune. Mais voilà, donc pour nous, c'était le dimanche matin, juste avant le petit-déj. Et puis après, tu avais tout le rituel du petit-déjeuner où tu rentrais à la maison, il te fallait ton thé, tes œufs durs, et peut-être soit donc du brérer, les crêpes à 1000 trous, ou les melouim, donc tu sais, les crêpes un peu retournées, où j'ai envie de dire plus, c'est du pain fait à la poêle, bref. On va pas rentrer dans ces détails. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est tout le rituel beauté, bien-être du hammam. Donc,
tous les produits qui vont être utilisés. Donc quand tu arrives, généralement, tu vas te laver les cheveux, puis tu vas t'enduire le corps de savon noir, donc qui est fait avec tous les résidus d'olive qui sont pressés pour l'huile d'olive. Après, je me souviens plus du processus de saponification, comment il se passe, mais en tout cas, je sais que c'est ça l'ingrédient principal. Donc tu t'enduis, tu glisses, et quand on était toute petite, je me souviens avec les copines, tu t'enduisais le corps, et puis tu te mettais sur le sol même, et tu commençais à glisser d'une part et d'autre du mur, et c'était trop drôle, parce que bon, c'est super dangereux quand tu y penses, mais nous, ça nous amusait tellement, mais tu glisses, à la limite, tu sais, comme quand tu prends un poisson et qu'il est un petit peu gras, il y a comme un corps gras au-dessus et qui te glisse d'entre les doigts, c'était exactement ça, sauf qu'on était des enfants et qu'on glissait, qu'on faisait tomber des vieilles mamies qui essayaient de partir d'une chambre à l'autre, donc c'était vraiment... on se lavait, mais on s'amusait. On s'amusait surtout. Le temps aussi que ta maman se détende, elle se fasse frotter elle aussi, ou qu'elle se frotte avec une autre personne. Donc c'était un moment de partage. On partait surtout en famille, puis après... et puis tu avais tes copines du bain, les copines que tu ne rencontrais que dans le bain, parce qu'elles n'étaient pas avec toi forcément à l'école, ou peut-être qu'elles vivaient juste dans le même quartier. Nous, on partait pas dans le bain de notre quartier, peut-être jusqu'à ce que j'ai 16 ans. Avant ça, on partait dans un autre qui était vraiment à l'opposé de la ville. Du coup, j'avais ma copine du hammam avec qui on ramenait nos poupées, qu'on plongeait dans un grand seau avec tous nos jouets, tous les shampoings. On leur lavait les cheveux, on leur frottait les cheveux comme si elles aussi, elles avaient besoin de se laver. C'était trop drôle. Et on se frottait les unes les autres. Et quand on était toutes petites, carrément, nos mamans, elles remplissaient un bon seau avec de l'eau chaude. Elles te mettaient dedans pour que tu joues, tu patauges dedans le temps qu'elles aussi, elles se lavent tranquillement, qu'elle se repose. Donc c'était un moment où tu passes de... En fait, le hammam, j'ai envie de dire, il accompagne ta vie dans toutes les étapes. Parce que je sais que je saute du coq à l'âne parce que j'essaie de tout partager en même temps. Je trouve ça vraiment super intéressant, t'inquiète. Donc, comme ce que je disais hier, et j'arrive plus à me rappeler s'il y a une traduction en français en tout cas, mais le hammam t'accompagne dans tes étapes de vie, ce que tu peux retrouver dans d'autres cultures, et surtout les cultures de sorcières. The Mother, the Maiden and the Crone. Donc Maiden, Mother and Crone. La jeune femme, la vierge, qui est dans les premières étapes de sa vie. Puis après, tu passes à l'étape de Mother, donc la mère nourricière qui prend soin des autres. Et puis à la fin, en fin de vie, tu es the Crone, donc la vieille femme sage avec son expérience dans la vie, etc. Et donc, il y a plusieurs rituels pour ça. Donc, par exemple, quand tu es plus jeune, tu t'en fous un petit peu, tu te fais laver. Puis, tu as le hammam pré-mariage. Le hammam de la mariée, qui est très spécial avec ses codes et ses rituels, où, encore une fois, en fonction des villes, il y a des rituels différents, mais en tout cas, généralement, ce qui va se passer, soit on va privatiser le bain, si on peut se le permettre, soit on va arriver à un moment donné, mais tu viens avec tout un cortège, donc avec les jeunes filles de ton âge, soit tes copines, tes cousines, tes sœurs, puis tes tantes, puis les arrière-cousines de ta mère, puis vraiment toutes les femmes de la famille qui peuvent se permettre d'être là, toutes tes copines, les filles du quartier. Et donc tu rentres avec une certaine procession. Pour certaines, il y a un voile sur la tête et elles portent une bougie. Pour d'autres, ça va être leur ami qui va porter la bougie. Et tu vas être accompagnée avec des ululations, donc le... Pour ceux qui connaissent pas les ululations. Tu vas rentrer, donc on va t'enduire, tout le monde va essayer de te laver, de te frotter, puis tu as à la fin, on doit te verser dessus 7 seaux d'eau froide. Et ça, j'oublierai jamais. Je pense que c'était juste, elle voulait me charrier avec les 7 seaux d'eau froide parce que j'y crois pas une seule seconde. Je sais pas si c'est une vraie tradition, j'ai pas cherché. Mais bon, donc tu as cette préparation à ta nouvelle vie en tant qu'épouse et future maman. Donc ça, c'est le premier hammam, le gros premier hammam que tu vis en tant que femme. Puis après, tu as la deuxième potentielle étape, c'est une fois que tu donnes naissance, donc hammam nfisa, la mère nourricière ou la nouvelle maman en tout cas qui vient d'accoucher, où tu pars aussi, c'est un autre processus. Ça par contre, j'ai jamais vraiment vécu, donc je sais pas vraiment à quoi ça ressemble. Mais c'est aussi la même histoire, tu rentres en procession avec des ululations, même souvent avec le bébé. Peut-être des fois même elle porte un tissu spécial, je sais plus vraiment. Avec ses propres rituels. Ouais, même avec ses propres produits différents. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, tu es toujours accompagné avec du henné. Ok. Quel que soit le rituel, que ce soit pour la mariée, que ce soit pour la nouvelle mère, et puis après pour la troisième étape que je vais expliquer tout de suite, il y a toujours du henné dans le mix, des fois sur le corps, des fois sur les cheveux, ça dépend
Ça dépend encore une fois des traditions. Puis le troisième gros hammam dans la vie d'une femme, c'est celui une fois qu'elle retire son deuil après le décès de son mari. Donc généralement, par respect dans la tradition musulmane, et puis après, encore une fois, d'un pays à l'autre, ça va changer. La femme, pendant 4 mois et 10 jours, elle va porter du blanc de la tête aux pieds. Il y a des règles spécifiques qu'elle doit suivre, etc. Mais à la fin du 4 mois et 10 jours, elle va avoir tendance à aller au hammam. Elles vont se laver, encore une fois, accompagnées des femmes autour dans la famille. Et là, ça va être plus des femmes posées, on va dire, d'un certain âge, beaucoup plus que festif, où tu auras des jeunes filles pour un mariage ou des mamans pour un nouveau-né. Et encore une fois, toute la préparation du aîné qui va enduire le corps, elle va se laver parce que là, c'est bon, elle est prête à passer à la dernière étape de sa vie, donc the crone, la vieille femme, ou la femme en tout cas d'un certain âge, la sagesse de la femme une fois qu'elle est passée à travers ces différentes étapes de la vie. Ça, je l'ai vécu avec ma grand-mère quand elle a dû enlever justement tout l'attirail et tout le deuil officiel après le décès de mon grand-père. Et en vrai, moi, ce que ça m'inspire quand tu me racontes ça, c'est vraiment, j'ai l'impression, des moments de sororité, justement, hyper intenses, en fait. Où, comme tu disais, c'est des moments entre femmes et où les hommes n'ont absolument pas accès. Non. Et je me dis, les discussions, en fait, à chaque fois doivent être... peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas, c'est un espace super safe, en fait, pour qu'elles puissent s'exprimer et puis débattre de certaines idées, peut-être. Alors, c'est l'idée. L'idée de base, c'est ça, c'est vraiment cet espace exclusif aux femmes, où les hommes n'ont pas leur mot à dire, les hommes n'ont pas le contrôle sur ce qui se passe, parce que, bon, comme tu sais, et comme le cliché le veut dans les sociétés nord-africaines, maghrébines, arabes, africaines, etc., c'est vrai que les hommes ont tendance, ou en tout cas ont l'image d'avoir le contrôle de la société, mais derrière les portes, c'est une autre histoire. Les femmes ont beaucoup plus leur mot à dire, malgré toute l'oppression qu'elles vivent à l'extérieur ou malgré les disparités sociales, elles ont quand même le contrôle sur beaucoup de choses. Mais le fait d'avoir cet espace exclusif à elles, donc le hammam, fait qu'elles peuvent se lâcher beaucoup plus. Tu sais, ça danse au hammam. On prend je sais pas comment traduire le truc, mais c'est comme un petit bol. Des fois, il est en plastique, des fois, il est en cuivre, mais c'est avec ça que tu vas remplir l'eau pour te le verser sur le corps et te laver, etc. Donc, on l'utilise plus comme un instrument, comme un petit tam-tam, et on va faire de la musique avec, on va danser, ça va rire, ça va raconter des blagues salaces, ça part dans tous les sens. Mais c'est très drôle, c'est très bon enfant. C'est beaucoup de bienveillance. Et puis aussi, dans le passé, quand les mariages arrangés étaient beaucoup plus courants, tu avais des femmes qui choisissaient la future épouse de leur fils au hammam parce qu'elles la regardaient comment elle se comportait avec les femmes les plus âgées autour, est-ce qu'elles étaient soignées, est-ce qu'elles étaient attentionnées, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être, entre guillemets, perçu de négatif, parce que tu es à nu physiquement et psychologiquement et émotionnellement quand tu es dans le bain. Donc c'était, tu sais, un peu à l'image des forums à l'époque romaine où tout se discutait, ou tu sais, quand ils allaient aussi au terme pour pouvoir parler des sujets sensibles. Oui, c'est vrai, oui. Et prenaient les plus grosses décisions de leur vie dans ces endroits-là. C'est un petit peu similaire, dans le sens où tu as beaucoup de femmes qui vont choisir les futures épouses de leur fils, mais aussi discuter des problèmes qu'elles ont avec leur mari. Tu as des femmes qui ont décidé de carrément divorcer au hammam parce qu'elles pouvaient parler justement entre consoeurs. Donc oui, l'esprit de sororité est très très présent au Maroc. En tout cas, dans les traditions, l'esprit de sororité est là. Même si tu vas voir dans certains milieux, dans certaines discussions, qu'on essaye quand même de nous monter les unes contre les autres. Mais en général, j'ai envie de dire, dans nos traditions, il y a beaucoup, beaucoup de sororité. Même avant que les femmes aient accès à un travail, etc. Elles se réunissaient souvent pendant la semaine, voire parfois tous les jours en fonction des saisons et des événements à venir. Donc elles avaient des après-midi où elles travaillaient la pâte, donc la farine et le blé pour préparer les grains de couscous qui vont être préparés peut-être soit par toute la famille, soit par tout le quartier. Donc elles avaient ces moments-là de sororité où elles discutaient de tout et elles préparaient, elles s'entraidaient les unes les autres à la vie quotidienne. Donc cet esprit de communauté, oui. Donc oui, la sororité, pour moi en tout cas, au Maroc, dans nos traditions, et en tout cas, si on respecte bien les règles et certains codes, elle est très présente, elle est très forte. Ok, vraiment c'est trop intéressant. Puis c'est sûr que quand
quand tu viens d'une culture occidentale, en fait. Je trouve ça d'autant plus intéressant, en fait, d'avoir ces témoignages, justement, d'autres modèles qui existent, etc. Je me demandais, en fait, est-ce qu'il y a eu quand même des choses que tu as eu envie de remettre en question quand tu as grandi, vis-à-vis de l'éducation que tu as reçue, qui était, comme tu me disais, assez genrée quand même? Oui. Oh oui, entièrement. Moi, si je pouvais avoir une baguette magique et retourner et dire non, ça on le fait pas, ça on le fait pas, ça on le fait pas, je le ferais. Après, tu sais, c'est une question pour moi qui a deux réponses. Donc, tu as la réponse A, qui est oui. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé changer et je reviendrai là-dessus. La réponse B, c'est qu'à côté de ça, si j'avais pas vécu ça, il y a beaucoup de choses que je ne saurais pas faire aujourd'hui. Et il y a beaucoup de réflexions que je n'aurais pas aujourd'hui et beaucoup de... Je pourrais pas remettre ces genres de choses en question si je les avais pas vécues. Tu vois? Donc, si je pouvais revenir en arrière, j'effacerais un petit peu cette idée que la femme, ou en tout cas la jeune fille, est censée être une personne posée, qui parle tout doucement avec une toute petite voix pour pas froisser les gens, qui parle pas plus fort que les hommes, qui tient pas tête aux hommes, ou qui doit s'occuper de tous les hommes autour d'elle, que ce soit son père, son frère, son cousin, son oncle, son grand-père, etc. Ce fameux care. Oui, hein? Ouais. Ça nous rapproche beaucoup, hein. Bref. Oui, moi je trouve que ça porte préjudice aux femmes, oui, parce que du coup tu te retrouves toute petite à avoir à vivre une charge mentale que tu ne dois pas vivre en tant qu'enfant ou en tant qu'adolescent. Mais je trouve aussi que ça rend pas service aux hommes non plus, parce que tu as beaucoup d'hommes, tu as beaucoup d'hommes qui, une fois passé l'âge adulte, et puis surtout maintenant que les gens commencent à sortir de leur foyer de plus en plus tôt. Avant, c'est vrai que tu ne sortais de ton foyer que si tu étais marié. Là, tu as des hommes qui vont faire leurs études dans d'autres villes ou travailler dans d'autres villes et qui se retrouvent à vivre seuls et qui sont complètement perdus. Ça leur rend pas service. Ils doivent apprendre certains skills à un âge où ça peut être déroutant. C'est pas la fin du monde, certes, ils peuvent toujours apprendre et c'est génial parce que tu en vois de plus en plus qui se mettent à la cuisine, qui se mettent à penser aux petits détails du quotidien auxquels ils pensaient pas avant, etc. Mais je trouve que ça ne rend service à personne de ne pas avoir ce genre de capacité dès le départ. Et c'est plus, c'est plus dans ce sens-là, c'est plus que j'aurais aimé voir un petit peu plus de parité dans le quotidien. Dans le fait que tout le monde est responsable pour que le foyer soit confortable, propre. Tout le monde est responsable de s'assurer que les autres vont bien, etc. Et puis tu as tout le labeur émotionnel qu'on t'inflige aussi, parce que tu es une fille ou la grande sœur ou la fille, toi tu dois toujours avoir une oreille pour les autres, les écouter, les conseiller, être le réceptacle des émotions des autres sans pour autant pouvoir exprimer les tiennes, sauf entre sœurs justement, encore une fois, ou entre copines. Genre, dans beaucoup de foyers, tu peux même pas vider ton cœur envers ta mère, tu vois. Parce qu'il y a une certaine hiérarchie à respecter. C'est très genré aussi. Alors, tu as beaucoup les mamans poules, donc son fils, c'est tout. Donc son fils, elle va l'écouter, elle va tout lui faire, etc. Et puis bon, c'est cet amour maternel, c'est beau, on va pas le remettre en question. Mais tu as cette différence. Tu as, c'est mon fils avant toute chose. Et puis après, sa fille, ça va venir en deuxième. En général. Ok, ouais. De moins en moins, pour être honnête. De moins en moins. On voit de plus en plus de mamans qui sont beaucoup plus proches de leur fille, qui mettent leur fille en avant, etc. Et justement, je sais que tu es quelqu'un d'assez engagé pour les droits des femmes. Et est-ce que tu sais d'où viennent ces prises de position ? Oui, alors moi ça a commencé très tôt. Bon, j'avais pas une idée, si tu veux, claire ou précise de qu'est-ce que ça voulait dire. Mais il y a toujours eu cet esprit rebelle de dire non, mais pourquoi tu veux faire la différence entre moi et un garçon ? Surtout à l'école ou des choses bêtes, tu sais. Moi, je crois dur comme fer qu'on est différents. Les hommes et les femmes, c'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes ressentis, on n'a pas les mêmes expériences. Je pourrais jamais d'ici, même 50 ans, savoir ce que c'est que d'être un homme ou ce qu'ils ressentent. Et j'aurais jamais cette prétention. Mais le fait que dès le départ, on te présente une différence dans ce que moi j'avais envie de faire, j'avais pas le droit de courir ou sauter partout parce que je devais porter des petites robes, non merci. Donc ma mère a très vite compris que me mettre en robe et en jupe ça marchait pas et donc elle m'a tout de suite mis en pantalon, chose que j'ai gardée pendant très longtemps. Moi je lui en veux pas du tout, tu vois, c'était génial de pouvoir courir et sauter partout avec les garçons.
Euh, donc ça a commencé très très jeune. Et puis tu sais, quand tu vis dans une société, c'est-à-dire que la période où mes parents ont divorcé, c'était quand même une période qui était encore assez sensible pour les femmes au Maroc. Et que je voyais que ma mère, en tant que femme divorcée, il y avait toujours des regards, tu sais, on essayait de pas trop le dire et on essayait de garder les choses cachées et discrètes, mais tu voyais le regard des gens vis-à-vis d'elle ou comment les gens même te traitent, toi, enfant de femme divorcée, alors qu'elle a rien demandé. C'est quelque chose qui s'est passé entre elle et son ex-mari, ça ne devrait regarder personne. Mais donc tu vois ça quotidiennement sur le regard que les gens portent sur ta propre mère et sur toi, parce qu'il y a eu ce qu'il y a eu, euh, ça a toujours été aberrant. Et donc, ça a toujours été un sujet où j'ai été engagée ferme dès le départ. Ça a changé au fur des années parce que forcément, quand je suis devenue adolescente, mon propre questionnement sur moi-même et puis toutes les hormones qui te mettent la tête à l'envers et ouais, t'es émo avec du crayon tout autour des yeux, donc à la limite tu ressembles à un raton laveur, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais donc oui, il y a des choses que tu remets en question, mais tu sais, pour moi, c'est une remise en question constante. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui a toujours existé chez moi et qui va toujours exister chez moi. La différence, elle est là, certes, et ce que je n'aime pas, et là où mon combat est aujourd'hui, c'est qu'on est différent. Il faut pas se voiler la face et se dire qu'on est pareil, mais on mérite le même respect, on mérite le même amour, on mérite la même considération. On mérite notre place en tant qu'être à part entière, qu'on soit homme ou femme, ou qu'on ne s'identifie ni avec l'un ni avec l'autre. C'est ça. C'est là où je veux être, ou c'est là où je veux mettre l'accent. Si je suis une fille qui aime les choses, on va dire, traditionnellement masculines, je devrais pouvoir le faire. Si je suis un homme qui adore tout ce qui est plus traditionnellement féminin, eh ben, je vais devoir le faire et on va me respecter et m'apprécier en tant que tel. Donc oui, ma réponse est oui. Depuis toujours et jusqu'à la fin. Et est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer par rapport justement à ce qui se passe plus actuellement en fait Est-ce qu'il y a... Ouais, c'est ça, hein, en fait, quelque chose en particulier que tu trouves important de souligner? Je vais être très bisounours. Aimez-vous les uns les autres, mais aimez-vous vous-même d'abord. Y a beaucoup de gens qui se connaissent pas ou qui passent toute leur vie dans une crise identitaire parce qu'ils ont l'impression que personne va les comprendre, personne va les écouter, personne eux-mêmes n'arrivent pas à s'aimer, eux-mêmes n'arrivent pas à ça. Non, aimez-vous. Il y a toujours quelque chose de beau à aimer en vous-même. Il faut s'aimer les uns les autres. Il faut laisser le champ, il faut se laisser le champ à soi-même de s'exprimer, laisser le champ aux autres de s'exprimer. Même si on n'aime pas les idées des autres, il faut les écouter. Même si on n'est pas d'accord, si on s'écoute pas les uns les autres, si on s'aime pas les uns les autres, on n'avancera jamais. Donc aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Voilà. C'est très beau, merci. Merci à toi, Fanny. Et alors, je vais faire un petit bond dans ce que tu disais tantôt, en fait. Tu m'as dit justement que tu avais passé donc, toute ta jeunesse au Maroc, que tu avais étudié au Maroc. Et donc dernièrement, on se retrouve justement ici, à Ottawa, au Canada. J'aimerais justement parler de la question de l'immigration, si tu veux bien. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir vivre et habiter au Canada? Mon mari. Alors, en fait, j'ai toujours eu cette soif d'aller vivre ailleurs, voir ce qui se passait dans d'autres pays, avoir une idée de comment moi je vivrais ailleurs, qu'est-ce qui marcherait pour moi, qu'est-ce qui marcherait pas. Puis il y a eu toujours ce désir où je me sentais pas vraiment à ma place entièrement au Maroc. Mon pays, je l'aime d'un amour très très fort, mais il y a eu une montée en islamisation et en division entre les classes sociales, entre les gens de différentes villes que je n'aimais pas, que je ne supportais pas, et puis je me sentais emprisonnée dans le fait que tu peux pas vivre librement si tu as pas beaucoup d'argent. En tout cas, de ma perception. Et pour faire beaucoup d'argent, tu dois beaucoup travailler pour les autres dans une grande ville où tu as très peu de temps pour toi et c'était quelque chose que je ne supportais plus. Donc moi, j'avais l'idée de partir faire mes études à l'étranger, quelque part, peu importe, histoire juste de partir découvrir d'autres horizons. Puis quand j'ai rencontré Mehdi, il avait déjà cette idée de venir au Canada avant même qu'on soit un couple. Mais quand on s'est mis en couple, cette idée, elle s'est concrétisée. Donc, on était beaucoup plus convaincus tous les deux. Et puis, je pense le fait de savoir qu'il y a quelqu'un aussi qui part avec toi,
quelqu'un que tu aimes, qui t'aime et qui va représenter ce sentiment de home, là où tu vas dans le monde, ça m'a convaincue. Donc lui, il était très motivé, on en a discuté, je dis après tout, pourquoi pas. J'ai une tante qui habite ici depuis très longtemps aussi, qui avait l'air complètement épanouie, beaucoup d'amis qui sont venus aussi et qui s'y plaisent fortement. Puis le Canada avait une très belle réputation à l'étranger, donc je me suis dit pourquoi pas. Ça a marché pour nous, donc là ça va faire bientôt 4 ans qu'on est là. Ouais, aucun regret. Vraiment aucun regret. Je me sens chez moi, ici. Qu'est-ce que l'immigration t'a apporté en fait sur le plan personnel ? La paix. Je dirais tout simplement la paix. Je me sens en paix, je me sens en sécurité. Je suis pas une personne très religieuse, très spirituelle ou qui adhère à certaines restrictions. Je n'aime pas les restrictions, mais le fait de pouvoir me sentir en sécurité dans la rue, d'avoir l'identité que je souhaite avoir, ça a tout changé pour moi. Je suis beaucoup plus en phase avec moi-même, je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps, je suis beaucoup plus à l'écoute de mon esprit. Et ça a fait toute la différence de venir au Canada. Ça reste un pays qui a ses bons côtés, a ses mauvais côtés, comme tous les pays du monde. Mais je trouve que tu as beaucoup plus la liberté d'être toi. Tu ressens pas tellement le racisme. J'ai pas vraiment vécu ça ailleurs non plus, donc je peux pas comparer. Mais quand je compare mes histoires à celles de personnes que je connais qui ont vécu en France, en Belgique, en Allemagne ou dans d'autres pays, ou l'Espagne, ouais, surtout l'Espagne, les gens qui me racontent ça, ce qui m'a toujours surpris, tu le sens pas. Même si ça existe, forcément, tu le sens pas, tu te sens bien, tu te sens toi. Okay. Et puis c'est propre, et puis les gens sont respectueux, ils sont souriants, et il y a plein de chiens partout. Et rien que ça, c'est suffisant pour te rendre heureux. C'est un bon argument. Ben oui, attends, tu sors dans la rue, tu as au moins dans ta rue 4-5 chiens qui se baladent, et ils sont tous super joviales, ils ont envie de jouer avec toi. Rien que ça, c'est bon. C'est suffisant pour me convaincre. C'est bon, tu m'as convaincue aussi. Et donc, je sais que bientôt, justement, tu vas devenir maroco-canadienne, c'est comme ça qu'on dit ? Je pense, oui. Ouais. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur la question des passeports, justement ? Enfin, ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte, honnêtement, en venant ici, parce que quand t'es dans tes petits privilèges, c'est sûr que t'as du mal à ouvrir les yeux, mais est-ce que tu voudrais bien m'en dire un peu plus là-dessus ? Bien sûr. Alors, et ça, c'est le rêve de beaucoup de gens qui vivent dans des pays comme le Maroc, dont le passeport ne te permet pas de voyager aussi librement que tu le souhaiterais. Le fait de savoir que tu as un que tu as un passeport canadien qui t'ouvre quand même la porte, ne serait-ce qu'à l'Europe ou à d'autres pays. Moi, l'Asie, c'est un rêve, et le Japon en particulier, c'est un rêve. Même si c'est pas très compliqué d'y accéder via un passeport marocain, mais le fait de te dire que tu vas être accueilli normalement dans un autre pays et de pouvoir voyager sur un coup de tête, ça change la vie. Parce ce qui n'est pas le cas, du coup, avec un passeport marocain. Avec un passeport marocain. Il y a beaucoup de pays, mine de rien, qui ont de très bonnes relations avec le Maroc où tu peux voyager. Mais en tout cas, surtout quand j'étais dans la phase à la recherche de mes études supérieures, tu as la majorité des gens qui partent en Europe, justement, ou en Amérique du Nord, et où tu te rends compte qu'avec un passeport marocain, tu as tout un process de visa qui peut être refusé pour X raisons. Tu sais, ils te disent, oui, on te refuse parce que, je dis n'importe quoi, fonds insuffisants, mais tu sais très bien que tu es un quota parmi toute la liste des personnes qui ont fait la demande. Et ça, je trouve ça indécent. Une personne qui a tout ce qu'il faut pour venir faire ses études ou venir juste faire une expérience de vie ou juste en tant que touriste, tu ne devrais pas lui refuser un visa juste sous prétexte que tu viens d'un pays, entre guillemets, du tiers-monde. Il y a eu cette histoire avec la France récemment où, je ne sais pas si c'était officiel ou officieux, mais en tout cas, les passeports marocains, en tout cas les ressortissants marocains qui demandaient un visa pour accéder à la France étaient refusés. Moi, j'ai vu ma grand-mère qui, toute sa vie, a eu l'accès à un visa Schengen, mais qui, une fois qu'elle a eu, je pense, c'était au-delà de 70 ans, elle voulait aller juste rendre visite à ses enfants. On lui refuse le visa sous prétexte qu'elle vient pour vivre ses derniers jours en France et profiter du système de santé. Excuse-moi.
Il y a des gens qui font ça, on va pas se voiler la face, mais je suis désolée, quoi. C'est clairement une nana qui va venir rendre visite à ses enfants et retourner dans son pays. Elle a ses biens, elle a sa vie, elle a ça. Et donc, tu vois ça et tu te dis, zut, moi, je veux avoir un passeport juste pour pouvoir arriver à la douane et qu'on me traite en tant qu'être humain. Ce qui est une phrase complètement horrible à dire. Parce que ça devrait même pas exister. Mais ça me rassure de me dire que dans quelques mois, croisons les doigts, dans quelques mois, quand j'aurai mon passeport canadien, je pourrai me déplacer dans le monde beaucoup plus facilement. Donc ça m'ouvre toutes les portes, tous les voyages que j'ai toujours rêvé de faire, rendre visite à mes amis en Europe beaucoup plus facilement, ce genre de choses. C'est sûr, c'est tellement précieux et en fait quand on a cette liberté-là, en fait on s'en rend même pas compte et c'est sûr que c'est terrible et merci de le souligner parce que c'est vraiment trop important. Oui. Du coup, Leïla, on arrive quasiment à la fin déjà. Déjà, waouh, de cet épisode. Mais en fait, j'aime bien terminer par 2 questions, si tu veux bien. C'est 2 grosses questions, prépare-toi. Oh là là, je transpire déjà. En fait, si on devait résumer finalement pour toi, qu'est-ce que ça représente d'être une femme à notre époque, selon ton prisme, bien sûr. C'est lourd comme question. Pour moi, être une femme en 2023, c'est être en accord avec soi-même. Être en accord avec les choses qu'on aime en général. Si je veux être une femme girly, tirée à 4 épingles tout le temps parce que j'aime ça, j'ai le droit d'être ça. Si je veux être comme moi, une geekette sur mon canapé, avec mes lunettes et mes cheveux en pétard, on a le droit d'être ça aussi. Ça ne fait pas de nous moins une femme. Si j'ai envie de faire du lever de poids ou faire de la danse classique, ça ne m'empêche pas d'être une femme. C'est vraiment être en accord avec soi-même. Si tu peux avoir confiance en toi et te dire j'aime ça, et dire aux autres j'aime ça, si vous avez un problème avec ça, c'est le vôtre, pas le mien. Pour moi, c'est ça, être une femme. Oh, je t'adore, merci. Et du coup, ne me libère pas, je m'en charge. Ça évoque quoi pour toi ? Pour moi, c'est que j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour être une personne libre. J'ai pas besoin que quelqu'un me donne ma liberté. Ma liberté, je la prends par moi-même. Tu veux pas ? Tant pis pour toi, je veux être libre. Je suis un électron libre, laissez-moi vivre. Voilà. Tu sais, je vais faire un grand saut. J'ai fait de la danse toute ma vie. Et pour moi, la danse, c'est l'expression de liberté ultime. L'expression de soi ultime. Quand tu dis ne me libère pas, je m'en charge, pour moi, c'est ça, je danse. Laisse-moi, je vais danser. Que tu le veuilles ou pas, je suis en train de danser. Je vais danser dans la rue, chez moi, sous la douche, partout. Je danse. C'est là, je suis moi. Ose me faire face alors que je suis en train de danser. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup en tout cas et merci d'avoir participé à cet épisode et puis à très bientôt. Merci Fanny, ça a été un plaisir et je te souhaite beaucoup de courage et une belle continuation pour ce podcast et j'ai hâte d'entendre tous les épisodes qui vont venir. J'espère que cet épisode aura été aussi enrichissant qu'il a été pour moi, et qu'il vous aura donné le sourire, car quand je pense à Leïla, c'est toujours avec la joie de vivre que je la vois. Enfin, je vous invite à retrouver tous les portraits réalisés sur le site web nemeliberepas-je-m'en-charge.com et sur la page Instagram du même nom. N'hésitez pas à évaluer l'épisode, à le partager et à m'écrire. Votre soutien et vos recommandations sont très importantes pour moi. En attendant de rejoindre ma prochaine invitée, je vous dis à très vite.